il y a plusieurs hypothèses que je ne peux pas vraiment commenter. Je ne crois pas aux collectionneurs fous qui payent des commanditaires pour avoir des œuvres qu'il va mettre dans sa chambre forte. Je n'ai jamais vu le cas. Alors ça existe peut-être, mais donc je ne m'explique jamais. As the Louvre, it's a symbol of our history, but there is also growing scrutiny at the lack of security at the famed museum. The museum's president and director, Laurence Descartes, has been officially summoned to appear before the Senate Culture Committee. Et si la personne à qui tout le monde faisait confiance pour garder le musée le plus célèbre du monde était le cerveau même aidant des voleurs à réaliser un coup spectaculaire? Dans une séquence de sécurité granuleuse qui a fait le buzz sur Internet la semaine dernière, les 4 hommes qui ont volé les joyaux de la couronne du Louvre sont vus menottés. Mais l'image la plus choquante n'est pas celle des voleurs, mais celle d'une femme se tenant au bord du cadre. C'est Laurence Descartes, la première femme directrice du Louvre, le visage impénétrable, les yeux fixés sur le chaos qui se déroule. Pour le public, elle est un symbole de transparence et de modernité. Mais pour les enquêteurs, ce moment fugace a déclenché un scandale international de grande envergure. Rejoignez-nous alors que nous démêlons comment l'équipe du Louvre elle-même, dirigée par Madame Descartes, a été arrêtée pour conspiration avec les voleurs et pourquoi le monde de l'art ne sera plus jamais le même. La lumière du matin s'était infiltrée à travers les verrières du Louvre, peignant les pierres anciennes d'un ombre chaud. Les touristes affluaient comme un fleuve, les yeux rivés sur les célèbres chefs-d'œuvre. Dans ce rythme familier, un silence tomba. Une seule séquence, granuleuse, à peine claire, s'est répandue sur les écrans du monde entier. Dans un tribunal américain, 4 hommes ont été emmenés menottés. Au bord de ce cadre, une silhouette est apparue. C'était Laurence Descartes, la directrice du musée, la première femme à occuper ce poste en 2 siècles. Son visage était un masque de calme, mais pour ceux qui connaissaient l'art subtil de lire les indices, sa présence fut un coup de tonnerre. Laurence Descartes, née à Paris en 1966, était une érudite qui a passé des décennies à conserver des chefs-d'œuvre et à défendre la modernisation. Du musée d'Orsay au musée de l'Orangerie, elle avait gravi les échelons culturels de la France avant d'être finalement nommée par le président Macron en 2021. Pendant des années, elle fut un phare de transparence, œuvrant à faire entrer le Louvre dans le 21e siècle, à rendre l'art accessible tout en préservant sa sacralité. Pourtant, elle se trouvait désormais au centre d'un scandale qui menaçait d'effacer son héritage. La séquence devenue virale a rouvert des questions que les enquêteurs pensaient résolues. Comment un quatuor d'hommes avait-il pu s'infiltrer dans les coffres du Louvre, désactiver les alarmes et s'emparer des joyaux de la couronne, des diamants historiques ayant appartenu à la monarchie française, sans aucune aide interne apparente? De nouveaux documents suggéraient que les systèmes de sécurité du musée avaient été temporairement désactivés le jour du vol, prétendument sous l'autorisation directe de Madame Descartes pour une inspection de maintenance. Des sources internes ont affirmé que cet ordre avait ouvert une fenêtre de 20 minutes, suffisante pour une opération méticuleusement répétée, impliquant une grue de construction, des découpeurs thermiques et une fausse équipe de restauration. Des emails cryptés tracés entre Paris et New York sous un nom de code, Caroline D, ont ajouté une autre dimension. Ces messages, liés au compte interne de Madame Descartes, montraient qu'elle avait approuvé des rotations de corps de nuit de dernière minute, remplaçant 2 gardiens expérimentés par des entrepreneurs dont l'identité restait non vérifiée. C'était un petit détail, une décision bureaucratique, mais le timing était indubitable. La question devint: qu'est-ce qui avait motivé une femme célébrée pour son intégrité culturelle à risquer sa carrière et la réputation du musée? Des sources proches de l'enquête ont dépeint un tableau de pression, d'ambition et de trahison. Depuis 2023, le Louvre était confronté à une baisse des financements publics et à des coûts de restauration estimés à plus de 800 millions d'euros. Madame Descartes avait promu un partenariat controversé avec des investisseurs privés, une discrète fondation internationale de prêt d'œuvres d'art liée à Dubaï et Genève. Certains ont spéculé que les joyaux volés auraient pu servir de garantie dans une manœuvre financière à haut risque qui aurait mal tourné. Derrière le rideau de la grandeur, une toile financière tirait sur les murs du musée. La séquence elle-même était anodine mais accablante. Dans les images du tribunal nouvellement divulguées, Madame Descartes a chuchoté quelque chose à l'un des voleurs accusés juste avant qu'il soit emmené.
Des experts en lecture labiale ont affirmé qu'elle avait murmuré « ça ne devait pas se passer comme ça ». En quelques heures, des hashtags tels que #scandale Louvre et #directrice de la tromperie ont été très suivis dans le monde entier. Un ancien officier du renseignement français, interrogé pour cette enquête, a déclaré « Madame Descartes était soumise à une immense pression politique. Elle a hérité d'un musée aux prises avec des failles de sécurité et des déficits financiers. Si elle s'est trop rapprochée de personnes qui promettaient des solutions, elle n'a peut-être pas réalisé qu'elle était manipulée, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. » Les répercussions furent immédiates et sismiques. Plusieurs membres de son équipe de direction ont démissionné. Les législateurs français ont exigé une enquête parlementaire sur une négligence systémique ou une collusion potentielle au Louvre. Madame Descartes a publiquement nié toute faute, affirmant que sa démission était un acte de responsabilité et non de culpabilité. Pourtant, les images récemment publiées ont transformé sa défense en une tempête de spéculation. Dans son bureau, 2 jours avant le vol, des notes manuscrites gisaient parmi des croquis pour une future exposition intitulée « Trésors de la République ». Une phrase encerclée à l'encre rouge se détachait. Parfois, l'histoire doit être réécrite pour survivre. Un rappel glaçant que ce que le monde considérait comme un gardien de l'histoire pourrait en fait être sa propre perte. Le cambriolage lui-même a commencé un matin de semaine alors que le Louvre grouillait de visiteurs. 4 hommes sont arrivés, chacun armé d'un découpeur puissant et d'une nacelle élévatrice. Ils se sont fait passer pour des ouvriers ordinaires, le camion positionné dans un coin discret du périmètre du musée. Leur plan reposait sur une fausse équipe de restauration, des découpeurs thermiques fendant silencieusement le verre renforcé et une grue qui a soulevé la lourde porte du coffre. À l'intérieur, les joyaux de la couronne ont été retaillés en forme moderne, effacés de leur contexte historique, rendus indiscernables des bijoux courants vendus dans les prêteurs sur gage et les maisons de vente aux enchères clandestines. I am shocked that every window does not have its own alarm at the Louvre. Now, granted, it's huge. It's essentially a palace, right? There are lots of windows. But the fact that an alarm didn't go off at the window when they first made that point of entry. Also, I know, you mentioned in and out within 8 minutes. He's standing there with that angle grinder for 3 to 4 minutes. That's actually a long time. And it's my understanding that there may or may not have been CCTV. This is per the French reporting. La valeur de la couronne originale, son héritage, son lien avec l'impératrice Eugénie a été dépossédé, remplacé par un registre d'actifs bruts prêt à être liquidé. Des prélèvements médicaux légaux récupérés d'une nacelle élévatrice à seulement un pâté de maison de la scène du crime ont été la clé de l'enquête. De minuscules carrés adhésifs ont capturé des empreintes digitales, des fibres et un léger résidu de poussière de diamant. En les comparant à des objets personnels trouvés en possession de 2 hommes déjà en garde à vue en France, une piste d'indice a été tracée du Louvre aux résidences des suspects. Le travail médico-légal a révélé l'ampleur de la planification des voleurs. L'itinéraire, l'entrée, la sortie, le stockage de la couronne, tout avait été répété à la quasi-perfection. Dans la salle d'audience américaine, les agents du FBI ont présenté les preuves de manière convaincante et définitive. Les 4 hommes, autrefois considérés comme les cerveaux d'un syndicat du crime international, ont maintenant été traduits en justice. Nous avons classé l'affaire, a annoncé un agent du FBI d'un ton sévère. Ces hommes ne menaceront plus notre patrimoine culturel. Le juge a hoché la tête, la salle d'audience exhalant un soupir de soulagement à la lecture du verdict. Le public en direct a regardé le soupir de soulagement collectif résonner dans leur salon, bien que la réalité du vol planait toujours. L'agent spécial retraité du FBI Dave Bass, ayant passé une décennie au sein de l'équipe des crimes artistiques, a offert une perspective reliant l'application de la loi et le besoin urgent de protéger le patrimoine commun de l'humanité. Voir une opération de cette ampleur réussir dans un lieu aussi vénéré que le Louvre a été un choc, a déclaré l'agent Bass. Il a marqué une pause, ses yeux reflétant le poids de l'histoire. Cela ressemble à une scène de cinéma, mais les conséquences sont très réelles. Il a établi une comparaison avec des vols d'art très médiatisés par le passé, notant la répétition méticuleuse, la connaissance des rythmes quotidiens du musée, la précision de la découpe du verre renforcé. L'équipe est entrée au milieu d'une foule animée, un choix rare pour un tel crime, indiquant qu'il connaissait les rouages du musée de fond en comble.
Le sort de la couronne volée, symbole des régalias de l'impératrice Eugénie, était plus qu'une perte monétaire. Les artefacts culturels transcendent leur valeur matérielle. Ils sont des symboles d'identité, d'histoire, de mémoire collective. L'absence de la couronne de la vue du public a jeté un froid sur l'avenir du musée et sur le patrimoine qu'il s'était engagé à protéger. La clôture de l'affaire a contraint à une réévaluation de l'équilibre entre accessibilité et protection. Les musées doivent désormais investir dans des moyens de dissuasion physique, caméras, vitrines renforcées, tout en développant des approches basées sur le renseignement qui anticipent les menaces internes et les capacités évolutives des réseaux de criminalité artistique. Le système de sécurité dynamique auquel le Louvre est désormais confronté est un rappel brutal que le passé n'est jamais vraiment en sécurité. Le protéger exige une vigilance qui égale l'ingéniosité de ceux qui chercheraient à le nier. Les 2 hommes en garde à vue en France sont devenus la pièce maîtresse d'un vaste récit d'enquête qui s'est étendu au-delà des frontières, impliquant des marchands du marché noir en Europe de l'Est, au Moyen-Orient et des maisons de vente aux enchères clandestines. Leur opération coordonnée, entrée au milieu d'une foule animée, rapidité d'extraction, dissimulation sans faille, a illustré une nouvelle ère de la criminalité artistique, mélangeant sophistication technologique et connaissances internes. Au final, les images du tribunal devenu virales étaient plus qu'un témoignage de l'habileté criminelle. C'était un conte édifiant sur la danse délicate entre l'accès du public et la nécessité de protection. Alors que le juge lisait le verdict, le monde retenait son souffle, sachant que si les 4 hommes étaient derrière les barreaux, l'histoire de Madame Descartes, de la sécurité du musée et des joyaux de la couronne continuait de se dérouler. Un rappel que l'histoire, une fois volée, ne peut jamais être vraiment récupérée. La piste médico-légale issue de cette nacelle élévatrice, enfouie à un pâté de maison de la façade vitrée du Louvre, témoignait discrètement de la familiarité des voleurs avec les rythmes du bâtiment. Les prélèvements, légèrement teintés de poussière des précieux diamants qui avaient été retirés de l'intérieur de la couronne, ont relié la scène du crime à des objets personnels appartenant au suspect. Un unique fil d'empreinte digitale, correspondant à un bouton de manchette porté par l'un des hommes, et une mèche de fibre textile, correspondant à la tapisserie de la voiture utilisée pour la fuite, ont mené les enquêteurs du coffre du Louvre aux résidences des suspects. Chaque prélèvement, chaque trace, était une piste d'indice qui ramenait à un itinéraire méticuleusement répété. Un chemin qui aurait semblé impossible à un visiteur occasionnel, mais qui était un couloir ouvert dans l'esprit de quelqu'un qui l'avait parcouru maintes fois, en plein jour et dans la lueur tamisée des expositions nocturnes du musée. La merveille architecturale du Louvre, ses plafonds voûtés, ses murs de pierre centenaire, était conçue pour impressionner, non pour faciliter les manœuvres secrètes. Non pour faciliter les manœuvres secrètes. Pourtant, les voleurs avaient identifié un angle mort qui n'avait jamais été remarqué auparavant par l'équipe de sécurité. Les caméras, réglées pour cycler pendant 1 heure de faible affluence après le pic de touristes du matin, ont créé une fenêtre d'opportunité fugace. À ce moment-là, les voleurs se sont faufilés, se sont déplacés avec un calme délibéré et ont disparu sans laisser de traces avant que le cycle ne reprenne leur flux original. C'était une fenêtre qui aurait pu être réduite, mais comme elle avait été choisie à l'avance, l'équipe avait l'avantage de savoir exactement quand les objectifs regarderaient ailleurs. La réaction du public à la séquence du tribunal, montrant les hommes échangeant un regard discret tout en tenant la couronne, était autant une histoire de perception humaine que de technologie. Pourquoi? Parce qu'en fait, en tant qu'objet, ils ne sont pas revendables, puisqu'ils sont connus, ils sont tracés. Un utilisateur de TikTok, légendant une rediffusion du clip avec une simple question sur un angle mort, a déclenché une cascade d'audits dans la galerie inférieure du Louvre. Des consultants en sécurité français ont déployé des drones d'imagerie qui ont cartographié l'intérieur du bâtiment avec une résolution capable de détecter les objectifs partiellement masqués. Des capteurs de mouvement supplémentaires ont été installés dans les couloirs non éclairés qui étaient auparavant passés inaperçus et l'ensemble des caméras existantes a été recalibré pour éliminer le bref intervalle que les voleurs avaient exploité. Dans le même temps,
Le plan d'évasion des voleurs a révélé des couches de complexité logistique qui dépassaient le cadre du Louvre. Leur choix d'un chemin non éclairé contournant l'exposition principale de la galerie inférieure n'était pas un hasard. C'était un itinéraire qui évitait à la fois les capteurs de mouvement et les quelques caméras qui y avaient été installées. La chorégraphie de leurs mouvements, documentée dans cette séquence du tribunal, était presque théâtrale. Chaque regard, chaque transfert de poids était une répétition d'une scène que les suspects avaient jouée d'innombrables fois dans une simulation d'entraînement d'une entreprise de sécurité privée. Derrière ce calme se trouvait un réseau qui les reliait à des bijoutiers internationaux et à des spécialistes de la retaille en Israël. Un partenariat qui risquait de réduire la valeur des diamants volés en échange d'une plus grande récompense. Ce partenariat illustre un concept plus sombre que les forces de l'ordre et les professionnels des musées ont commencé à appeler le détournement d'art. L'idée est simple, infliger un coût symbolique au patrimoine culturel qui transcende le pur gain financier. La volonté des voleurs de risquer de retailler les tailles brillantes des diamants, un acte qui ternirait leur propriété optique et réduirait ainsi leur valeur monétaire, témoigne d'une stratégie psychologique visant non seulement à une rançon, mais aussi à briser la confiance du public dans la sécurité des espaces culturels. La couronne, autrefois un joyau de la collection du Louvre, est devenue un pion dans un jeu d'intimidation plus vaste. La nature mondiale de la menace a été mise en lumière lorsque 4 des voleurs ont été arrêtés aux États-Unis. L'implication du FBI est devenue plus prononcée alors qu'ils travaillaient aux côtés de partenaires locaux, déployant des analystes médico-légaux capables de passer au crible les communications cryptées et les métadonnées. Les unités de cyber-renseignement étaient chargées de suivre les frappes au clavier, les géolocalisations et les empreintes numériques dans les messages cryptés des suspects. Chaque échange entre les suspects et les bijoutiers, chaque trace de métadonnées qui passait par les canaux cryptés a été analysée à la recherche des pierres disparues. Les métadonnées de leur communication, les horodatages, les géolocalisations cachées, tout servait de carte pouvant orienter les enquêteurs vers les spécialistes de la retaille en Israël, les bijoutiers en Israël qui avaient été sollicités pour retailler les diamants sous une forme moins précieuse, et les entreprises de sécurité privée qui avaient fourni la couverture initiale. Le discours sur les médias sociaux qui avait éclaté autour de l'affaire n'était pas simplement un battage médiatique. Il est devenu un forum dynamique pour des mises à jour en temps réel, où témoins, experts en sécurité et spectateurs curieux partageaient des observations sur les angles de caméra, les routines des gardes et les vulnérabilités architecturales. La question d'un utilisateur de TikTok sur un angle mort dans la galerie inférieure a déclenché une inspection approfondie qui a découvert une caméra partiellement masquée, tandis qu'un post Instagram soulignant l'absence de capteurs de mouvement près de la vitrine de la couronne a stimulé un audit immédiat par des consultants en sécurité français. La synergie entre la surveillance publique et l'enquête professionnelle a démontré une nouvelle ère de sécurité collaborative où la voix collective du public, amusé, curieux et analytique, a fourni des pistes inattendues qui n'auraient pu être glanées que d'un flux ouvert de commentaires et de légendes d'utilisateurs. Au-delà des aspects procéduraux et tactiques, le vol a résonné à un niveau profondément humain. Le personnel du musée, autrefois confiant dans ces mesures de protection, était désormais confronté à la connaissance que ces routines pouvaient être exploitées. Le garde qui avait autrefois veillé sur la vitrine de la couronne se retrouvait désormais à remettre en question l'adéquation de sa formation à la conscience situationnelle. Les programmes de formation ont évolué pour mettre l'accent sur l'évaluation des menaces et les protocoles de réponse rapide dans les grandes institutions, cultivant une culture de vigilance où chaque membre du personnel reconnaît son rôle de défenseur de première ligne du patrimoine. La réponse du musée n'a pas été seulement de colmater les brèches physiques, mais d'aborder les facteurs humains sous-jacents qui ont permis aux voleurs de naviguer dans le bâtiment avec une telle facilité. Le parcours médico-légal à travers les composants de la couronne fut méticuleux. Des analystes équipés d'outils capables de détecter des microtraces de métal sur les éléments de la couronne ont commencé à reconstituer la chaîne de possession. En examinant les traces de plomb et d'autres résidus métalliques, ils ont pu identifier les moments où des altérations ou des retailles auraient pu se produire. Par exemple, une petite quantité de résidus de plomb trouvés à la surface d'une pierre manquante correspondait à la composition d'un atelier en Israël spécialisé dans la retaille. Cela indiquait que les voleurs avaient probablement fait passer les diamants par cet atelier dans le but de masquer leur provenance en les rendant moins reconnaissables par les forces de l'ordre et le public. Le contrôle accru du marché noir, intensifié par le vol du Louvre, a stimulé un virage vers des formes d'échange plus clandestins.
Les transactions qui se déroulaient autrefois dans l'ombre étaient désormais étroitement surveillées. Cette pression a poussé les voleurs de bijoux et leurs complices vers les communications cryptées. Et ces canaux, autrefois considérés comme sécurisés, étaient désormais disséqués par les unités de cyber-renseignement qui suivaient les métadonnées, les géolocalisations et les empreintes numériques. La réponse mondiale des forces de l'ordre a adopté une approche sophistiquée, combinant un travail de détective traditionnel avec une technologie de pointe pour pénétrer les couches de secrets sur lesquelles prospère le marché noir. Aux États-Unis, l'effort coordonné du FBI a impliqué des analystes médico-légaux qui ont passé au crible les pistes et découvert des schémas cachés. Leur attention s'est étendue au-delà de l'évidence, englobant les unités de cyber-renseignement qui suivent les communications cryptées, les métadonnées et les empreintes numériques. The museum's alarm was triggered when the window to the gallery was broken, and that officers arrived between 2 and 3 minutes after a witness called them. France's culture minister told lawmakers today that the Louvre's cameras did not fail, but did not give any more details into how those thieves were able to pull off this heist. Ces unités décryptent les messages cryptés entre les suspects et les bijoutiers, traçant chaque frappe au clavier et chaque géolocalisation. Elles recherchent ce petit indice caché qui pourrait mener aux joyaux volés. Les efforts collaboratifs entre les équipes d'enquête et la surveillance publique ont créé une source d'information inattendue. La voix collective du public, dans sa capacité analytique, est devenue un catalyseur pour de nouvelles enquêtes. Des témoins, des experts en sécurité et des spectateurs curieux ont partagé des observations sur les angles de caméra, les routines des gardes et les vulnérabilités architecturales. Ces commentaires, agrégés par les équipes d'enquête, ont offert des pistes inattendues qui auraient pu autrement passer inaperçues. L'un des éléments les plus frappants de l'enquête fut la manière dont les voleurs avaient utilisé les entreprises de sécurité privée à leur avantage. Les entreprises de sécurité privée, souvent engagées par les musées pour des tâches spécialisées telles que le contrôle des foules lors de grandes expositions, étaient également en contact avec des bijoutiers internationaux et des spécialistes de la rétaille en Israël. Ces entreprises ont fourni aux voleurs des informations sur les horaires des gardes et les routines de maintenance des caméras. La volonté des voleurs de risquer de retailler leurs diamants, diminuant ainsi leur propriété optique et réduisant leur valeur, a souligné la profondeur de leur stratégie psychologique. Il ne s'agissait pas seulement de voler un objet de valeur. Ils avaient choisi d'effacer l'identité même du trésor dans le but d'infliger un coup symbolique au patrimoine culturel qui transcendait le gain financier. La trajectoire de l'enquête a également impliqué un parcours médico-légal méticuleux à travers les composants de la couronne. Des analystes, équipés d'outils capables de détecter des microtraces de métal sur les éléments de la couronne, ont commencé à reconstituer la chaîne de possession. En examinant les traces de plomb et d'autres résidus métalliques, ils ont pu identifier les moments où des altérations ou des retailles auraient pu se produire. Ces analyses granulaires offraient le potentiel de localiser les pierres manquantes avant qu'elles se dispersent au-delà de toute récupération possible. Pourtant, de telles enquêtes sont semées d'embûches éthiques. La coopération avec les entreprises de sécurité privée et les bijoutiers, des entités qui peuvent posséder des connaissances involontaires des mouvements des voleurs, exige un équilibre délicat entre confiance et responsabilité légale. L'établissement d'un cadre coopératif peut accélérer la récupération des artefacts perdus et dissuader de futures activités criminelles. L'effet d'entraînement du vol du Louvre sur la dynamique du marché noir ne saurait être sous-estimé. Les voleurs de bijoux et leurs complices, autrefois à l'aise pour opérer dans l'ombre, voient désormais les transactions à faible risque être étroitement surveillées. Le contrôle accru a stimulé un virage vers des formes d'échanges plus clandestines, souvent menées via des communications cryptées. Ces canaux, autrefois considérés comme sécurisés, sont désormais disséqués par des unités de cyber-renseignement qui suivent les métadonnées, les géolocalisations et les empreintes numériques. La réponse mondiale des forces de l'ordre a adopté une approche plus sophistiquée, employant une combinaison de travail de détective traditionnel et de technologie de pointe pour pénétrer les couches de secrets sur lesquelles le marché noir prospère. Pendant ce temps, le personnel du musée qui se sentait autrefois en sécurité grâce à ces mesures de protection est désormais aux prises avec la certitude que leurs routines peuvent être exploitées. Les employés qui se sentaient en sécurité dans les systèmes robustes entourant la vitrine de la couronne se retrouvent désormais à remettre en question l'adéquation de leur formation à la conscience situationnelle.
Les touristes, eux aussi, portaient une nouvelle méfiance, leur sentiment de sécurité dans les espaces culturels subtilement altéré. La réponse du Louvre n'a pas été seulement de colmater les brèches physiques, elle a été d'aborder les facteurs humains sous-jacents. Les programmes de formation mettent désormais l'accent sur l'évaluation des menaces et les protocoles de réponse rapide dans les grandes institutions. En cultivant une culture de vigilance où chaque membre du personnel reconnaît son rôle de défenseur de première ligne du patrimoine, les musées visent à créer un environnement où la moindre anomalie n'est pas seulement remarquée, mais traitée rapidement. Le parcours médico-légal à travers les composants de la couronne a également éclairé le tableau plus large de la manière dont les artefacts culturels peuvent être tracés longtemps avoir quitté le musée. La présence de micro-traces de métal, les quantités infimes de plomb et les changements subtils dans les motifs de résidus métalliques ont offert des indices qui pourraient éventuellement indiquer le moment exact de la rétaille. Chaque pierre, une fois extraite de la couronne, a voyagé à travers un réseau d'entreprises de sécurité privées, de bijoutiers internationaux et de spécialistes de la rétaille. La destination finale de ces pierres, qu'elles aient été cachées dans un coffre-fort d'une petite ville ou fondues pour devenir un bijou, reste une question à laquelle les enquêteurs s'efforcent activement de répondre. C'est cette question qui a rassemblé la communauté internationale. L'implication du FBI, les unités de cyber-renseignement, les consultants en sécurité privée et le personnel du musée forment un front multifacette qui tente de combler les brèches qui ont été exploitées. La collaboration entre les forces de l'ordre et les secteurs privés, ainsi que la volonté du public de fournir une source d'information par le biais de commentaires et d'observations d'utilisateurs, ont transformé un vol culturel en un événement mondial. C'est un témoignage de la façon dont le patrimoine culturel et sa préservation peuvent inspirer la coopération transfrontalière, et comment l'histoire d'une couronne, autrefois considérée comme un joyau dans un musée, est devenue une histoire de résilience, d'enquête et d'action collective. Le cambriolage de la couronne du Louvre, bien au-delà d'un simple acte de vol, est devenu un témoignage de la puissance de la vigilance collective et du partenariat mondial, éclairant le maillage complexe de la préservation culturelle, de la science médico-légale, de la cyberintelligence et de l'engagement public. Alors que les musées renforcent leur défense, que les forces de l'ordre étendent leur portée et que les communautés du monde entier s'unissent pour sauvegarder le patrimoine commun, la quête du retour de la couronne demeure un symbole de la détermination durable de l'humanité à protéger et restaurer les trésors qui nous lient à travers le temps et les frontières.